Alors, d'abord quelques mots sur la Chine d'aujourd'hui, parce que je pense que c'est important non pas de dresser un bilan, parce qu'on en aurait jusqu'à demain matin, mais de dresser quelques lignes d'horizon rapidement. Sur le plan économique, la chute du PIB est vertigineuse. On en tombe à un plancher qui est inédit depuis plusieurs décennies, et qui n'est pas sans causer beaucoup de problèmes sociaux, en particulier chez les jeunes, avec le chômage que cette régression économique suscite. Et de même, ces problèmes économiques et sociaux, eux-mêmes aussi, ne sont pas sans causer aussi des problèmes politiques. Alors évidemment, vous savez tous mieux que moi que le régime chinois est extrêmement opaque, qu'il est difficile de savoir ce qui se passe vraiment à Zhongnanhai, donc le lieu où les grandes décisions sont prises pour la Chine d'aujourd'hui et dès demain. En même temps aussi, la Chine se retrouve aujourd'hui face à des défis géopolitiques comme rarement ça a été le cas par le passé. À mon sens, du fait principalement de la politique suivie par le président Xi Jinping, qui a été et qui est toujours intransigeante et même conquérante. Et pour moi, aujourd'hui, la Chine, sa destinée est pour plus que jamais aussi une énigme. Personnellement, pourtant, je regarde bien ce pays depuis des années et des années, et là, je dois dire que c'est très difficile de prévoir dans quelle direction la Chine va se hasarder ou au contraire s'engager. Est-ce que ce sera une voie hasardeuse, justement, dangereuse, ou au contraire, est-ce que ce sera la voie d'une réconciliation nationale? Personnellement, je penche plutôt pour la première solution. Alors, le thème de ce soir, il est une guerre que livre la Chine dans le plus grand secret à l'Occident. Elle n'est pas à proprement parler militaire, mais elle est neurologique, psychologique. L'objectif est ambitieux autant que redoutable et même terrifiant. Il s'agit en quelque sorte de s'emparer des cerveaux humains pour paralyser, traumatiser, neutraliser et de la sorte anéantir toute idée de résister dans les rangs de l'ennemi. En tout cas, c'est ce qu'affirment notamment des chercheurs américains qui se sont penchés sur les travaux dans ce registre, sur ces travaux de l'Armée populaire de libération. Les Américains ont mis sur pied une cellule extrêmement fournie en chercheurs, en experts, qui peu à peu laisse transparaître les résultats de leurs études. Et de ce fait, ailleurs aussi, des cellules aussi ont été mises en place pour essayer de comprendre cette forme nouvelle d'une guerre qu'on ne connaît pas encore vraiment et dont les origines sont à trouver dans ce qui s'appelait à l'époque le syndrome de la Havane. Et le syndrome de la Havane, ma foi, c'est fin 2016, quand du personnel diplomatique et militaire américain stationné donc à Cuba, ces personnels ont été pris d'un seul coup de nausées, de vertiges, de symptômes inédits qu'ils ne comprenaient pas très bien. Et de là sont parties donc toutes ces recherches. Et donc ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter trois experts de la question. Paul Charon, qui est directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'IRSEM. Donc l'IRSEM, c'est l'Institut de relations stratégiques qui dépend du ministère des Armées. Il y a également Mathieu Valette à côté de lui, qui a été directeur de l'ERTIM. Alors c'est l'équipe d'accueil au carrefour de l'ingénierie multilingue et du traitement automatique des langues. Vous allez vous poser la question, quel rapport avec ces guerres cognitives, mais vous verrez tout à l'heure que le rapport est finalement assez étroit. Et enfin, Sébastien Collin, qui est donc qui enseigne à Sciences Po. Hein, tu me corriges si je dis des bêtises. Il m'arrive de dire des grosses bêtises. Alors. Et donc, depuis le 1er septembre 2007, il est maître de conférences en géographie à l'Institut, donc à l'INALCO, dont d'ailleurs, où moi-même j'ai appris le chinois il y a fort, fort longtemps. Donc voilà, je cède la parole à Paul. Merci Pierre-Antoine et bonjour à tous. Bien, alors on va effectivement parler de guerre cognitive et je vais essayer de vous faire une présentation un peu sommaire, mais au moins pour que vous ayez quelques éléments, quelques grilles d'analyse, quelques éléments de compréhension de ce que les Chinois appellent la guerre cognitive. Il ne s'agit pas de définir la guerre cognitive comme si c'était un objet en soi, mais plutôt comment les Chinois pensent cette guerre et que qualifient-ils par le terme de guerre cognitive. Alors pour bien comprendre la guerre cognitive, il faut
en fait, la replacer dans un cadre conceptuel un peu plus large, qui est celui des trois guerres. Donc, les trois guerres, c'est plus qu'un concept d'ailleurs, c'est une doctrine qui émerge autour de 2003, doctrine militaire, et qui théorise ou essaye de penser la guerre non cinétique chinoise. Alors, la guerre non cinétique, par opposition à la guerre cinétique. Donc, la guerre cinétique, c'est quand on crée, c'est tous les moyens de lutte qui créent des dégâts matériels ou humains. Donc, c'est la guerre conventionnelle. Ou nucléaire, bien sûr, ce serait aussi du cinétique, bien évidemment. Et la guerre non cinétique, c'est une guerre qui ne fait ni mort, ni dégâts matériels. Donc en général, dans le non cinétique, on va inclure toute la lutte informationnelle, donc la désinformation, l'influence, etc. Mais aussi, en général, le cyber, jusqu'à un certain point, puisque si 90 ou 95% des attaques cyber sont non cinétiques, si vous prenez l'hypothèse, pas que théorique, d'une attaque cyber qui conduit à l'arrêt du fonctionnement d'un hôpital et que cela crée des morts, eh bien, du coup, on passe d'une opération non cinétique à une opération cinétique. Dans le non cinétique, on va aussi inclure ce qu'on appelle parfois la guerre du droit ou, disons, les usages stratégiques du droit. Les Chinois, donc pour les Chinois, il y a trois grandes catégories de guerres non cinétiques, ce qu'ils appellent donc les trois guerres. Ça émerge autour de 2003, et c'est une réaction véritablement à la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Donc l'armée chinoise a mis du temps à théoriser les enseignements tirés de cette guerre du Golfe, mais cette guerre, elle agit comme un révélateur du retard de l'armée chinoise au regard des capacités de l'armée américaine. Et donc l'enjeu de l'APL après la première guerre du Golfe, ça va être de rattraper ce retard. Sur le plan conventionnel, comme sur le plan non cinétique, mais la démonstration pour l'APL, la démonstration de la guerre du Golfe, c'est non seulement la maîtrise d'un combat conventionnel, interarmé, parfaitement coordonné, mais aussi la maîtrise de l'information. Et c'est de cette maîtrise de l'information que les trois guerres vont naître. Alors, si on regarde les publications, les statistiques de publications mentionnant les trois guerres, donc soit le terme trois guerres lui-même, soit l'un des trois composants de ces trois guerres, on voit bien qu'il y a un pic au début des années 2000, entre 2000 et 2005, après ça a diminué. Le terme est un peu moins populaire aujourd'hui dans les publications scientifiques chinoises ou dans les journaux professionnels de l'armée. Il demeure employé, mais a perdu de son importance. Ce qu'on remarque aussi avec ces petites statistiques, c'est la domination de la guerre psychologique par rapport aux deux autres volets des trois guerres. Donc très rapidement, pour que vous compreniez dans quel contexte s'insère la guerre cognitive, les trois guerres, c'est d'abord la guerre de l'opinion publique. Bon, ça va de soi, on comprend aisément ce que ça veut dire. Il faut dominer le discours médiatique, non seulement national, bien évidemment, mais surtout international. C'est-à-dire porter la voix de la Chine à l'international en contrôlant ou en influençant les médias étrangers. Ne serait-ce que pour préparer un conflit, pour légitimer une intervention de la Chine. Pensez à Taïwan ou des différends en mer de Chine méridionale, par exemple. Eh bien, il faut légitimer une éventuelle intervention de l'armée chinoise. Le deuxième volet, celui de la guerre du droit. Alors, il y a un volet qui est évident, auquel on pense spontanément, qui est celui finalement des usages stratégiques du droit. Donc là encore, légitimer par exemple la présence chinoise sur certains territoires, ou légitimer des revendications territoriales. Il y a un autre volet très intéressant dans la guerre du droit qui est un peu marginal, si vous voulez, d'un point de vue quantitatif, mais qui est très important pour nous, parce qu'il a un impact énorme sur nos activités, sur l'avenir des états de droit de nos sociétés, c'est ce qu'on appelle les procédures Bayon. C'est-à-dire que la Chine utilise de plus en plus, à l'image de la Russie, des procédures judiciaires qui visent à faire taire ceux qui disent du mal de la Chine, principalement des journalistes et des chercheurs. Là, je vous ai mis en photo Michael Cole, donc un Canadien, qui a été poursuivi
qui a été poursuivi par une structure liée à l'Armée populaire de libération, qui a bien sûr gagné son procès, donc il a été attaqué en diffamation, il a gagné son procès, mais lui-même avoue que même s'il a gagné, en fait la Chine a quand même un petit peu gagné aussi, parce que quand il écrit à nouveau sur ces questions-là, eh bien, il est extrêmement prudent. Et il y a des choses qu'il aurait pu écrire avant et qu'il n'écrit plus aujourd'hui de peur de subir un autre procès. Et on a plusieurs cas en Europe aussi. Il y a un cas en France d'une chercheure qui est poursuivie aussi par Huawei pour avoir dit que la société chinoise était liée à l'Armée populaire de libération. Valérie Niquet, oui. Et là, c'est très intéressant parce que les avocats de chinois disent que ils savent qu'ils vont perdre leur procès en diffamation, mais que ça va coûter tellement cher et que ce sera tellement épuisant que finalement, ils vont gagner parce que Valérie Niquet ne recommencera pas. Ça, c'est une démonstration de la guerre du droit. Voilà, donc bon, ça on passe. La guerre psychologique, c'est le troisième volet. Et quantitativement, là encore, vous voyez, c'est le volet... Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le volet le plus important. Et la guerre psychologique, alors c'est une pratique ancienne. Guerre psychologique, ça s'est même quasiment tout le temps pratiqué. Il n'y a pas de guerre sans guerre psychologique depuis la nuit des temps. Mais disons que ça s'est à la fois théorisé, professionnalisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on voit que dans les productions chinoises, il y a deux inspirations énormes, c'est la Russie et les États-Unis. C'est-à-dire que pour la Chine, ils apprennent beaucoup des Russes en bien des domaines, mais en matière de guerre psychologique, ils estiment que les plus forts, les plus avancés, c'est les États-Unis. La guerre psychologique, ça peut être par exemple l'idée de faire croire à une population que son armée serait incapable de s'opposer à l'armée chinoise, ce qu'ils essayent de faire à Taïwan par exemple. Ça relève de la guerre psychologique, on essaye de porter atteinte à la volonté de combattre de l'adversaire. Ça peut être aussi de montrer que la lutte n'a pas de sens parce que de toute façon l'issue est déjà connue d'avance. C'est un petit peu ce qu'ils font avec les Ouïghours au Xinjiang et donc même cette stratégie qui repose en partie sur une certaine forme de communication est là pour faire peur, pour dissuader de s'opposer aux stratégies chinoises. Alors la guerre cognitive émerge beaucoup plus récemment et elle va être un prolongement de la guerre psychologique. C'est-à-dire que la guerre cognitive, elle est conçue vraiment comme un approfondissement de la guerre psychologique. Ce serait une guerre psychologique qui tiendrait encore plus compte des avancées des sciences cognitives. D'accord ? Donc, qui s'appuie sur ce que l'on sait aujourd'hui de la cognition. Vous savez, de la cognition, c'est en gros toutes les fonctions du cerveau liées à la connaissance. Donc la mémorisation, l'apprentissage, le langage, mais aussi les perceptions, par exemple. Et donc elle vise, cette guerre cognitive, à agir sur tous ces aspects du fonctionnement du cerveau. Alors là, je vous ai mis une photo de la zone frontalière de Galwan, donc entre le Ladakh et l'Aksai Chin, donc ce sont des régions revendiquées à la fois par l'Inde et par la Chine. Et c'est une région où en 2020, vous vous souvenez peut-être, il y a eu des affrontements entre les forces indiennes et les forces chinoises. Affrontements à coups de bâton, puisque c'est une zone démilitarisée. Il n'y a pas de traité international, mais il y a d'un accord commun, l'Inde et la Chine ont décidé de démilitariser cette région. Donc il n'y a pas d'armes à feu. Et les forces indiennes et chinoises se sont affrontées à coups de bâton. Il y a eu quand même une vingtaine de morts côté indien et 4 côté chinois. C'est les statistiques qu'ils nous ont données. Bon, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Ce qui est intéressant, c'est que à la suite de cet affrontement, il y a des théories qui ont circulé sur les réseaux sociaux chinois, notamment de ce monsieur, Tin Sanzhong, qui est professeur à l'Université du Peuple de Pékin, et qui a affirmé dans une conférence privée que, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a fuité, donc à mon avis, la fuite a été organisée. Dans cette conférence, il affirme qu'au moment des affrontements, les Chinois ont utilisé une nouvelle arme, une arme à micro-ondes, qu'ils auraient dirigé contre les forces indiennes. Et là, les soldats indiens se seraient mis à vomir, à avoir effectivement les troubles neurologiques que tu as mentionnés tout à l'heure au sujet de la Havane.
Et on finit par fuir, à déserter le terrain, et les Chinois les forces chinoises ont pu l'occuper. Alors bien sûr, la première hypothèse, c'est effectivement que les Chinois ont développé une nouvelle arme capable de produire des ondes affectant le fonctionnement du cerveau. C'est possible, on n'en a pas de preuve. Effectivement, alors je passe la vidéo, effectivement ça rejoint les débats qui ont eu lieu autour du syndrome de la Havane à partir de 2015. Il faut savoir que l'année dernière, la CIA a mené une enquête et le rapport qui a été rendu public à l'issue de cette enquête rejette la théorie d'une arme à micro-ondes. Pas complètement, c'est-à-dire que c'est un peu confus parce que pour l'essentiel des cas, 95% des cas au moins, cette hypothèse a été rejetée. Mais il reste certains cas où la CIA affirme avoir encore des doutes. Bref, on ne sait pas trop. Donc peut-être que les Chinois ont développé une nouvelle arme de ce type, et c'est effectivement une hypothèse qu'on peut discuter. Il y a une autre hypothèse qui a été proposée par des chercheurs américains notamment, et qui serait qu'en fait, cette fuite organisée de la conférence de Tiananmen est en fait une démonstration de cette guerre cognitive. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arme elle-même qui représente la guerre cognitive, mais le fait de faire peur avec l'hypothèse d'une nouvelle arme dont les Chinois seraient les détenteurs. Et ça, on voit bien que là, ça rejoint l'idée d'une guerre psychologique, puisqu'il s'agit de faire peur avec une arme potentielle qui pourrait créer des dégâts peut-être même supérieurs encore à ce qu'on a vu à Galwan, et qui peut-être même pourrait être utilisée dans un spectre beaucoup plus large, en touchant beaucoup plus de monde, et peut-être en créant des dommages irréversibles pour le cerveau. Alors vous voyez là en termes de production que la guerre cognitive sous 3 appellations différentes connaît une expansion croissante, et c'est vraiment aujourd'hui l'un des concepts clés de l'APL, donc de l'Armée populaire de libération, en matière de guerre non cinétique. Bien sûr, en matière de guerre cinétique, il y a d'autres concepts importants, mais en matière de guerre non cinétique, c'est vraiment le concept qui tend à s'imposer aujourd'hui. Et donc, c'est la clé de voûte de la pensée chinoise. Alors, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse et pour dire qu'on a souvent une conception un petit peu erronée de la pensée stratégique chinoise. On a l'impression qu'il y a peu de choses, alors qu'en fait, la production est colossale. C'est-à-dire que chaque année, c'est des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques qui sont publiés par des chercheurs chinois ou par des ingénieurs ou des militaires, des officiers de l'armée chinoise. C'est des livres aussi qui sont publiés. Et il y a aussi un énorme travail de traduction. C'est-à-dire que l'armée chinoise traduit énormément la pensée stratégique du monde entier. Vous rentrez dans une librairie chinoise, vous allez voir énormément d'ouvrages traduits, notamment de l'Occident, mais pas seulement. L'inverse n'est pas vrai. Nous ne traduisons quasiment rien de cette pensée stratégique chinoise. Donc nous sommes totalement aveugles. Et donc nous sommes dans une relation totalement asymétrique. Ils nous connaissent bien mieux que nous ne les connaissons. Et donc on a un retard colossal à rattraper de ce point de vue-là. Je reviendrai là-dessus après. Alors, en fait, la Chine considère que la guerre non cinétique moderne, mais même ça va plus loin que la guerre non cinétique, c'est de la guerre, d'une manière générale, c'est avant tout une guerre de l'information. Si on veut dominer le champ de bataille, il faut d'abord dominer le champ informationnel. C'est dans ce cadre que la guerre cognitive doit être comprise. Cette guerre de l'information, elle doit se remporter par la mise en œuvre d'opérations informationnelles. Donc, cette guerre informationnelle, elle est liée bien sûr aux opérations de guerre psychologique, et donc il y a un continuum, il y a un lien très fort entre la guerre psychologique et la guerre cognitive, et dans 2 interprétations différentes, une version offensive de cette guerre cognitive ou psychologique. Là, j'utiliserai un petit peu les 2 termes de manière synonyme. Donc une version offensive et une version défensive, avec aussi 3 niveaux d'intervention, niveau stratégique, opératif et tactique.
Donc en fait, à tous les niveaux du champ de bataille. Donc il y a deux interprétations. Tout ce que je vous dis là, c'est ce qui ressort de la lecture des principaux articles, des principaux auteurs chinois travaillant sur ces questions. Donc la première série, disons, d'opérations de guerre cognitive consiste à attaquer les capacités de compréhension de l'ennemi. Donc ses perceptions, sa capacité à comprendre l'environnement dans lequel il évolue. Et puis le deuxième versant, c'est celui qui attaque la conviction, donc qui va essayer en quelque sorte d'empêcher la prise de décision, ou en tout cas d'empêcher une prise de décision qui soit véritablement informée. Donc l'idée, c'est d'induire en erreur les dirigeants adverses. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre cognitive pour les Chinois, c'est en fait un domaine de lutte supplémentaire qui s'est ajouté au domaine traditionnel des armées. Traditionnellement, il y a le domaine terre, air et mer, donc c'est les 3 domaines traditionnels. À ces 3 domaines se sont ajoutés le spatial et le cyber. Et le domaine cognitif serait le 6e domaine. D'accord ? C'est pas propre à l'armée chinoise. La plupart des armées dans le monde qui ont commencé à s'intéresser à cette question considèrent le domaine cognitif aujourd'hui comme le 6e domaine. Qui d'ailleurs a des liens très forts avec le domaine du cyber, puisque le cyber est souvent un vecteur aussi de ces opérations dans le domaine cognitif. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le domaine cognitif, les opérations dans le domaine cognitif, elles vont porter sur les fonctions cognitives, donc sur la perception, la mémoire, etc. Et l'idée, ça va être de les impacter, de les empêcher de fonctionner correctement. Et tout ça va avoir un impact, et c'est ce qui est recherché par l'armée populaire de libération, sur la capacité des forces à agir. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on lit la production chinoise aussi, académique, on se rend compte qu'il y a une réinterprétation complète de l'histoire aussi, à travers cette notion de guerre cognitive, et que la guerre froide, en tout cas la chute du bloc soviétique, est interprétée comme le succès de la guerre cognitive menée par les Américains contre l'URSS. Notamment aussi par toute cette production culturelle américaine. Ce concept de guerre cognitive, il a été intégré dans la science de la stratégie militaire, donc c'est cet ouvrage que je présente là, qui est vraiment la Bible de l'armée populaire de libération. Vous voyez, quand on discute même avec des militaires français, par exemple, qu'on leur demande quels sont les ouvrages, les penseurs de la stratégie chinoise contemporaine qu'ils connaissent, en fait, ils n'en connaissent aucun. Ils sont capables de citer le Sun Tzu et puis La guerre hors limite, qui est un ouvrage publié par 2 colonels de l'APL, mais qui a assez peu d'influence, en fait, dans l'ensemble de la pensée stratégique chinoise. Et l'ouvrage le plus influent, c'est celui-ci. Or, il est très peu connu en Occident, et il a été traduit pour la première fois, je crois, il y a 4 ans, en anglais. Il n'y a aucune traduction en français. Donc c'est un ouvrage qui est réédité régulièrement, mis à jour par l'armée populaire de libération. Les révolutions de couleur ont été interprétées aussi comme le résultat de la guerre cognitive menée par l'Occident, et notamment par les Américains, et en particulier la CIA, un peu partout dans le monde. Les manifestations d'étudiants en 2019-2020 à Hong Kong ont été interprétées comme des manœuvres de guerre cognitive par la CIA pour faire s'effondrer l'hégémonie du PCC. Voilà, et donc ça a été intégré à cet ouvrage de la science de la stratégie militaire. Bon, ça je vais passer. Et je vais maintenant essayer de vous montrer comment l'armée populaire de libération pense la guerre cognitive d'un point de vue opérationnel. Et elle distingue des opérations de guerre cognitive en temps de paix, en temps de crise et en temps de guerre. Donc ça veut dire que c'est des opérations qui peuvent démarrer avant même qu'une crise n'éclate. Donc, en temps de paix, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait de la guerre cognitive ? D'abord, il faut faire du recueil de données. Le recueil de données est fondamental parce qu'il permet de comprendre l'adversaire et de commencer à recueillir des éléments qui permettront à l'armée populaire de libération de savoir où taper
si jamais une crise survient, voire une guerre. Donc vous voyez, là, en termes de recueil de bases de données, données psychologiques, hein, puisqu'on parle d'opérations dans ce champ-là, ça passe d'abord par la lecture. Donc il faut lire tout ce qui est produit par la société ciblée, hein, pour essayer de la comprendre. Et là, on rejoint ce que faisaient les soviétiques avec leurs mesures actives. C'est l'observation. Simplement, les Chinois ont des diplomates, ils ont des représentants de l'armée dans les sociétés qui les intéressent. Il faut observer, tirer des enseignements, quelles sont les faiblesses de cette société, où agir, sur quel levier appuyer, etc. Et puis l'enquête. Alors, ce qu'ils appellent l'enquête, c'est de l'espionnage, en fait. C'est avoir des sources dans la société ciblée, là aussi, pour recueillir des éléments qui ne seraient pas disponibles dans les informations ouvertes. En temps de paix, on peut aussi essayer de commencer à modeler les perceptions de l'adversaire, hein, notamment en manipulant les réseaux sociaux. Par exemple, en donnant une image positive de la Chine. Dire maintenant, la Chine, c'est une puissance bienveillante, elle propose l'émergence pacifique, elle propose des relations gagnant-gagnant, tous ces slogans que vous avez déjà entendus, ça participe de cette construction d'une image positive de la Chine. Ou ça peut être aussi d'attaquer ceux qui disent du mal de la Chine. Et puis, on trouve souvent dans ces articles aussi une référence à l'utilisation de messages subliminaux, même si on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne. Peut-être aussi parce que les données plus détaillées, plus sensibles sont classifiées. Mais en tout cas, c'est une référence qu'on trouve assez régulièrement. En temps de paix, on peut aussi, déjà avant même la crise, dégrader la volonté de combattre de l'adversaire. Comment faire? Par exemple, en utilisant des armes non létales. Et là, regardez ce qui se passe, par exemple, en mer de Chine méridionale. Donc, ils utilisent des canons à eau, hein, avec lesquels ils tirent, par exemple, sur les pêcheurs philippins. Ça va être des lasers. Donc, pour éblouir, par exemple, à Djibouti, on a eu plusieurs cas de pilotes américains éblouis par des lasers quand ils ont survolé la base chinoise. Ça relève aussi de cette forme de guerre cognitive. Et puis, des canons sonores. Pareil, qui peuvent être utilisés aussi, qui le sont d'ailleurs en mer de Chine méridionale, là aussi pour dissuader l'adversaire de venir affronter la Chine. Et puis là aussi des campagnes sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'on retrouve souvent un petit peu les mêmes outils, mais qui vont monter d'un degré à chaque fois. En temps de crise, l'idée, ça va être d'abord de dissuader l'adversaire d'aller plus loin, hein, soit d'aller plus loin, voire de le convaincre de reculer d'un pas et de redescendre à un niveau de paix. Le premier moyen de dissuader, c'est déjà de constituer des capacités militaires colossales, hein. Plus l'armée sera puissante, plus elle fera preuve de démonstration de force, plus ça fera peur aux adversaires, plus ça les dissuadera de monter jusqu'à la crise. C'est ensuite essayer de construire des capacités d'anticipation des actions de l'adversaire. Donc il faut être capable de savoir comment l'adversaire va réagir quand on va actionner tous ces leviers. C'est ensuite l'utilisation, là aussi, de ce qu'ils appellent la dissuasion stratégique. Donc c'est une dissuasion qui sera à un niveau plus élevé et qui viserait justement soit le façonnement des perceptions. Donc on agit sur la façon dont la Chine est perçue. Ou alors on va distraire l'adversaire, donc on va attirer son attention vers une autre actualité pour le détourner de la crise en question, ou on va même essayer d'agir sur la perception de la réalité, c'est-à-dire construire une autre réalité, une autre perception des faits. Et puis on va utiliser bien sûr la désinformation, et notamment la désinformation dite profonde, par des fausses vidéos, des faux enregistrements sonores, etc. Ce que les Chinois sont déjà capables de faire, ils le font déjà. Ils l'ont fait l'année dernière aux États-Unis. Il y a une campagne qui a été identifiée par des acteurs chinois de désinformation à base de vidéos qui étaient des deepfakes. On n'a pas détecté d'opération d'enregistrement sonore, mais comme aujourd'hui c'est des techniques qui sont maîtrisées, bon, ça viendra. En temps de crise, on va aussi essayer de fragiliser le soutien de l'opinion publique. Là aussi en désinformant,
Okay, il faut que le public ait une perception, une information qui soit totalement biaisée, soit par exemple en surestimant les capacités de l'armée chinoise ou en sous-estimant les capacités de l'armée nationale, etc. Et là aussi, on va encore utiliser la désinformation. Enfin, en temps de guerre, l'action principale va être d'agir sur les capacités de prise de décision des dirigeants adverses. Donc ça peut se faire d'abord par des moyens cyber. Là, on parle d'attaques cyber dures qui vont impacter les moyens techniques de la prise de décision. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Ghost Fleet, la flotte fantôme, qui est un ouvrage alors, les auteurs parlent de fiction intelligence, donc c'est du renseignement fictionnel. Ils imaginent une guerre entre la Chine et les États-Unis. Je vous dévoile pas la fin, mais la première manche, en tout cas, est remportée par la Chine. Et en fait, la puissance technologique américaine est écrasée, et même c'est sa puissance technologique qui constitue un piège dans lequel les Chinois ont enfermé les États-Unis. Et du coup, il y a la technique est complètement sapée pour empêcher l'adversaire d'être capable de prendre des décisions. Hein. Donc l'idée, c'est surtout de couper les moyens de communication. Ensuite, on va utiliser là aussi la désinformation, surtout pour essayer, cette fois-ci, plutôt de mener des opérations de subversion. Donc par exemple provoquer des peurs avec une fausse épidémie, faire croire que c'est la guerre civile, voilà, chose que les Chinois ont déjà essayé dans plusieurs pays. Et puis tentative de délégitimer aussi les dirigeants adverses, hein, soit parce qu'ils ont déjà des moyens de les compromettre, soit en inventant, bien évidemment, en faisant des opérations de désinformation qui vont faire croire qu'il y a des cas de corruption ou autre. Ensuite, c'est là aussi attaquer la volonté de combattre de l'adversaire, hein, par des opérations de désinformation, encore une fois, on comprend bien pourquoi. Et puis éventuellement, ça c'est théorisé dans certains articles, par l'utilisation d'armes létales. L'idée, c'est que les armes létales peuvent créer un choc psychologique qui va contraindre l'adversaire à se replier, à cesser sa volonté de combattre. Donc armes létales qui peuvent être, par exemple, des armes nucléaires tactiques. Hein, avec l'utilisation d'une arme nucléaire de manière limitée, donc ce qu'on appelle une arme tactique, là on crée un choc psychologique qui va dissuader l'adversaire de continuer l'affrontement. Et je m'arrête là. Alors, je voudrais rajouter que, Paul, tu es l'auteur avec Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer d'un rapport sur les opérations d'influence chinoise qui a été publié, si mes souvenirs sont bons, en fin 2020. 2021, voilà. Et qui maintenant a été mis à jour, enrichi, sous la forme d'un livre qui a été publié il y a un mois à peu près. Oui, c'est ça, un mois. Voilà. Et aux Équateurs, et c'est un livre qui fait 900 pages presque. Non, 700, un peu plus de 700 pages. Voilà. Donc maintenant, je vais céder la parole à notre deuxième intervenant, Mathieu Valette. Si je fais ça, est-ce que je vais essayer de me connecter, mais je ne sais pas du tout comment faire. Tu as la souris là. Avec la souris. Je fais quoi? Je ferme ça. Parce qu'il y a un truc à faire. Un petit bouton. En attendant que M. Valette prenne la parole, je voulais juste dire que le dossier que vous avez publié, je crois, est sans précédent.
dans l'histoire des opérations d'influence chinoise, en tout cas en Europe. Alors, oui, il y avait eu quelques publications, mais pas aussi ambitieuses et qui ne couvraient pas tous les aspects qui sont couverts là dans ce livre. Notamment la dimension conceptuelle, la dimension liée aux acteurs, c'est-à-dire il y avait des publications sur les opérations mises en œuvre par la Chine, mais jamais sur les acteurs qui mettent en œuvre ces opérations. Ce qu'on a essayé de couvrir aussi dans l'ouvrage, en s'intéressant à l'armée notamment. Alors une question, est-ce qu'il y aura des éditions étrangères? Alors, je ne sais pas, le rapport est disponible en anglais. Et pour l'instant, le livre est en français. On verra s'il y a des versions en langue étrangère. C'est bien. J'espère. Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien. Il est vendu au prix de 28 €, je crois. 31 ? 31. Je crois, je sais plus. 31, je crois. J'en fais la publicité parce que, très sincèrement, j'ai jamais vu un travail aussi fourni, aussi détaillé, qui va en profondeur et on y apprend un tas de choses. Vraiment, c'est pas du tout pour Merci. flatter quiconque, en particulier toi, mais vraiment, c'est un sacré travail. Donc, Mathieu Valette ? Oui. C'est bon, je suis sur le coup. Ça doit être un ordinateur Huawei, non ? C'est pas de la guerre cognitive. J'ai subi une attaque logique. Il y a un fichier quelque part. Le fichier genre. Ah, je connais. Non, pas du tout, ça fait. Tu veux que je fasse ? C'est une grande vulnérabilité. La souris a disparu. Elle est là. Hop. Oui, c'est le premier. Il est où là ? C'est un PDF ? Ouais, c'est un PDF. Merveilleux. Merci beaucoup. J'ai cru avoir été attaqué. Bon, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis un petit peu aphone, donc je vais essayer de chuchoter, ça va donner une ambiance particulière à mon intervention. Donc, comme il a été dit, je suis en fait linguiste spécialiste de traitement automatique des langues et j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur la question de la caractérisation et de la qualification des contenus préjudiciables sur Internet, préjudiciables, illicites, racistes, etc. Et c'est un peu à ce titre-là que je me suis intéressé à la guerre cognitive et je travaille dans le cadre d'un projet de recherche avec Paul Charon notamment et Jean-Philippe Eglinger qui est dans la salle et peut-être d'autres personnes dans la salle sur un projet de guerre cognitive, de définition conceptuelle, disons, de la guerre cognitive. Mon propos ici, alors n'étant pas cynisant, je ne vais pas m'aventurer dans des questions liées à la description de la guerre cognitive d'un point de vue chinois. J'ai plutôt essayé de proposer une vision un peu conceptuelle de la guerre cognitive et de la situer par rapport à ce qui s'en rapproche et à ce qui ressemble à une guerre cognitive telle qu'on peut l'entendre, notamment dans les médias. Alors j'ai fait un petit inventaire dans la diapo suivante sur de différentes façons d'aborder des questions relatives aux guerres qui sont, disons, non létales. Donc on a vu avec Paul Charon les trois guerres psychologiques d'opinion publique et de droit, donc je ne reviendrai pas dessus. On pourrait aussi citer la guerre mentale des Russes qui théorisent cette guerre mentale en vis-à-vis de la guerre cognitive au sens otanien, et donc la guerre cognitive au sens otanien, c'est ce que j'appelle la cognitive warfare, c'est-à-dire c'est une guerre qui a été développée depuis une vingtaine d'années, notamment dans le corpus doctrinaire de l'OTAN, et qui se situe à différents niveaux de description, de représentation, et notamment au niveau, disons, d'une approche très ciblée militaire, soldats. Les attaques sur les soldats, telles qu'on a pu les évoquer tout à l'heure, ou sur du personnel décisionnaire, diplomatique par exemple, comme ça peut être le cas avec le fameux syndrome de la Havane.
À côté de ces différentes définitions de la guerre, on a également ce qu'on appelle des guerres informationnelles, ou guerres de l'information, ou guerres de la désinformation. Je reviendrai dessus. La guerre d'influence, ce qu'on appelle les opérations psychologiques également, qui sont vraiment des opérations militaires de déstabilisation de l'adversaire, ou encore, par exemple, la cyberguerre ou les guerres cyber, qui sont des guerres dans le monde Internet, disons. Là encore, je reviendrai un petit peu sur cette définition, qui est intéressante parce que le mot cyber n'est utilisé que dans une perspective, disons, conflictuelle. On parle de cybersécurité, cyberdéfense, mais jamais de cyberboutique, par exemple, alors que le terme est attesté dans le dictionnaire. Personne ne va sur une cyberboutique pour acheter des vêtements, par exemple. Donc la guerre cognitive, je la considère comme étant relevant de la stratégie militaire. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est comme ça qu'elle est considérée. Et elle va être souvent définie par association de différents types de conflits. Notamment, elle est définie par rapport à la guerre hybride, qui est une sorte de combinaison entre guerre cognitive et guerre physique, en fait, guerre armée. Également, on la trouve définie comme étant un mix de la guerre de l'information et de la guerre psychologique, ou encore de la guerre de l'information et de la cyberguerre. Guerre de l'information et cyberguerre, c'est sans doute la définition qui se rapproche le plus du sens otanien, du sens de la guerre cognitive, au sens de cognitive warfare, qu'on appelle aussi guerre cognitique par moment. Par rapport à ce corpus, disons, militaire ou lié à l'armée, on a une autre problématique de la guerre cognitive qui s'est développée ces 20 dernières années autour de problématiques civiles, qui sont celles de la guerre économique, ou des guerres, disons, que peuvent se mener, non pas des États, mais disons des entreprises ou des grands groupes d'entreprises, ou des grands groupes appuyés par les États, autour des problématiques économiques et de marché, de prise de marché. Donc c'est dans ce type de contexte qu'on va parler de lobbying ou d'intelligence économique, notamment, ou d'influence. Ces deux aspects de la guerre cognitive se rencontrent aujourd'hui autour d'un concept alors que j'ai appelé guerre cognitive démilitarisée. Je dois assumer cette expression qui n'est peut-être pas complètement attestée, disons. Je l'ai inventée il y a 20 minutes. Mais ou un petit peu plus peut-être, mais disons que c'est l'idée que la guerre cognitive est une guerre qui en fait vise les civils et qui utilise des moyens civils. Ce qui va peut-être apporter un nouvel éclairage, disons, sur cette guerre. Alors, je vais juste, dans le cadre de cette discussion, évoquer deux armes, deux concepts associés à cette guerre cognitive démilitarisée. C'est d'abord un concept que évidemment, Paul Charon connaît très bien, qui est celui des narratifs ou des récits. C'est-à-dire que la guerre cognitive est une guerre qui s'appuie sur, disons, une capacité humaine très ancienne, puisqu'on la date d'environ 70 000 ans, qui consiste à être capable de élaborer des récits, développer des récits et des fictions, des récits, raconter des choses qui n'existent pas, ou des choses qui existent, mais qui vont être intentionnellement développées de façon à avoir un effet. Un exemple connu de ces récits, enfin des usages de ces récits, c'est ce qu'on appelle la rhétorique, donc, qui n'est pas un concept très nouveau, hein. La rhétorique qui est l'art de la persuasion suivant Aristote, et qui sans doute est au fondement de beaucoup des actions cognitives, des offensives cognitives telles qu'on peut les observer aujourd'hui. Alors cette rhétorique, elle peut avoir différents aspects. J'en ai distingué deux à titre provisoire. Une rhétorique que je vais appeler légale, qui est celle qui est basée sur la production de récits de façon tout à fait légitime. Donc c'est des narratifs, le storytelling. Alors j'ai dit publicité et propagande. Il faut savoir que la publicité et la propagande, ce sont les belles filles, disons, de la rhétorique au XXe siècle et qui ont une vie au XXIe siècle tout à fait prolifique. J'ajoute également le lobbying et les nudges. Alors les nudges sont les coups de pouce. En fait, c'est pas tout à fait de la rhétorique, mais c'est, disons, des mesures incitatives qui vont inciter des populations à adopter des comportements plutôt que d'autres et de façon totalement pacifique et indolore. Je donne un exemple de nudge que j'aime bien, c'est le fait d'avoir des dessins ou des inscriptions sur les marches du métro qui vont vous inciter à prendre le métro plutôt que de prendre l'ascenseur ou l'escalator, parce que vous avez envie de lire ce qui est écrit sur les escaliers, voilà. Et donc vous êtes incité de façon tout à fait pacifique
à une action plutôt qu'à une autre. L'autre rhétorique qu'on pourrait identifier, c'est celle que je vais appeler post-vérité ou post-factuelle. Alors c'est une rhétorique qui est beaucoup moins légitime ou légale, disons. Du moins la légalité est plus opaque, plus grise. C'est celle des fake news ou ce qu'on appelle aussi l'astroturfing, un terme qui est un petit peu barbare et dont j'ai pas vraiment trouvé de traduction en français, mais qui en gros consiste à faire croire qu'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux notamment, à simuler des manifestations ou des mouvements populaires, en fait, en fabriquant des faux influenceurs, des faux retweets par exemple, etc. Également, un élément qui est assez important et dont les Russes, notamment Prigojine et son groupe Wagner, ont rendu célèbre, ce sont les trolls industrialisés, c'est-à-dire la capacité à générer des messages sur Internet pour influencer des comportements ou des points de vue. Ça, c'est la dimension, disons, numéro 1, les récits, qui me semble intéressant de distinguer de l'information. C'est-à-dire qu'on a la guerre de l'information, donc Paul en a notamment beaucoup parlé tout à l'heure, des informations, mais on a aussi des récits, et le récit s'affranchit de la vérité, en fait. Donc, à partir du moment où vous faites des récits, vous n'avez pas besoin de... vous ne jouez pas, disons, sur la dimension informationnelle, sur la vérité, vous jouez plutôt sur des ressorts qui sont ceux de la narration, l'émotion, le pathos, l'éthos, des éléments qui sont déliés en fait, de l'information. Il y a pas mal de travaux actuellement qui laissent entendre que la désinformation n'a pas tant d'impact que ça, et que c'est davantage le réseau qui va produire, ou la mise en récit qui va produire des effets cognitifs plus que les informations elles-mêmes. Le deuxième concept qui me paraît intéressant de développer dans ce contexte-là, c'est celui du numérique. Alors, je ne dis pas le cyber, c'est ma façon de démilitariser encore le concept. Le cyber, donc, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est lié à des questions de vulnérabilité et d'offensive. Le numérique, c'est beaucoup plus global et c'est quelque chose dont on est très familier. On est très familier des récits également, mais on est très familier du numérique dans le sens où on vit dans un environnement, dans un écosystème qui est de plus en plus numérique à tous les niveaux. On a tous un téléphone portable dans notre poche, j'ai un ordinateur devant moi. On paie nos impôts, on déclare nos impôts sur Internet. On fait la plupart de nos démarches bancaires ou autres par Internet. On vit dans un monde qui est de plus en plus dématérialisé, qui est de plus en plus numérique. Or, ce numérique, c'est pas seulement une commodité ergonomique pour nous les humains, c'est aussi une transformation de notre rapport à notre environnement, à notre univers corporel, physique, expérientiel. On n'a pas la même expérience de la banque quand on est devant son application que quand on va à la banque entre 9h et 17h, qu'on rencontre un guichetier, qu'on attend, etc. Cette transformation du numérique, on va considérer qu'elle est un élément constitutif de la guerre. Disons qu'elle est une zone de vulnérabilité et de fragilité, non seulement parce qu'il y a un accès à l'information qui est massifié, il y a une capacité, une vulnérabilité qui est liée au fait qu'on va être beaucoup plus sensible à peut-être des désinformations, qu'on va être touché davantage par des désinformations ou par des informations malveillantes. On pourrait distinguer désinformation et malinformation d'ailleurs. Peut-être que les malinformations, sans accord au milieu, ce sont des informations qui sont véridiques, mais qui vont être détournées, transformées, manipulées, utilisées de façon à faire comprendre à tromper en fait une population, mais avec ce recours qui est qu'on ne peut pas vraiment débunker, on ne peut pas démystifier l'information parce qu'elle est vraie. Elle est vraie, mais elle est présentée d'une certaine façon. Okay. Il me reste 5 minutes, mais je peux négocier. Non, mais ça ira. L'information, elle est vraie, mais elle est manipulable en fait, bien que vraie. Le numérique aussi, donc outre cette massification, la difficulté aussi, c'est que le numérique transforme toutes nos médiations symboliques, c'est-à-dire toutes nos interactions sociales et culturelles, en données calculables, quantifiables. J'ai dit données, le mot n'est pas anodin, parce qu'on vit dans l'ère de la data, vous le savez tous. Et ces données, à partir du moment où elles sont quantifiables, elles sont convertibles en nombres, y compris nous-mêmes, hein, on est des collections de données quantitatives. Elles sont
calculables et on peut les transformer, les manipuler à grande échelle et les quantifier. Donc ça a une incidence aussi. On devient des éléments et on vit dans un univers où les médiations symboliques, c'est-à-dire nos interactions qu'on peut avoir, qu'on avait jadis en vis-à-vis ou par le téléphone ou éventuellement par l'écrit, sont transformées en données qui sont quantitatives en fait, qui vont être mesurées. Ce qui donne accès à des nouvelles problématiques. Alors c'est des problématiques qui sont développées notamment par des juristes et des philosophes comme Garapon ou Lassègue, dans un livre récent qui s'appelle Le politique et le numérique, que je vous recommande au PUF 2021, ça donne accès à des nouvelles légitimités, des nouvelles légalités. Et ces nouvelles légalités, ces nouvelles légitimités, sont portées notamment par les grands acteurs du numérique. Par exemple, pour en prendre un, Google est une forme de service public aujourd'hui. C'est-à-dire la 3/4 des personnes dans cette salle ont une adresse Gmail. On utilise des outils Google tous les jours. Donc on a une autorité qui se met en place par des acteurs du numérique, qui sont des acteurs privés, mais qui tentent à se substituer à des acteurs publics, avec souvent la bienveillance des États, en fait. C'est-à-dire qu'on délègue, on les appelle comme prestataires, on délègue leur légalité. On a également une nouvelle légalité qui se met en place dans la justice avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rendre justice d'une certaine façon, c'est-à-dire pour collecter des informations, les traiter et statuer. Aux États-Unis, ça se développe de plus en plus. On utilise des algorithmes qui, un peu à la Inception, pour ceux qui ont vu non pas Inception, l'autre film, Minority Report, pardon, qui vont définir quels sont les types de risques qu'on encourt avec une personne et quel type de sanctions on peut adopter. Il doit me rester encore 6 minutes, donc je me dépêche. L'autre élément important de cette numérisation, c'est évidemment, alors c'est un domaine qu'on connaît tous, c'est la question du micro-ciblage, c'est-à-dire que étant tous des éléments quantifiés, on peut nous cibler et on peut nous cibler pour nous vendre des produits, pour personnaliser des publicités évidemment, mais si on peut personnaliser des publicités, on peut également personnaliser de la propagande, puisque c'est grosso modo la même chose, de la propagande commerciale. On peut nous cibler, nous communautariser aussi, ça c'est important, c'est-à-dire nous faire penser, nous faire croire qu'on appartient à une communauté, une micro-communauté qui va être en fait virtuelle, qui va être constituée par quantification de data. Et évidemment, on peut nous cibler avec des récits qui ne sont pas des récits collectifs, mais qui sont des récits qui vont être ciblés et qui vont être porteurs éventuellement d'une vérité qui ne sera pas celle de la communauté voisine. Et là encore, on est extrêmement vulnérable par rapport à ça. On a des groupes WhatsApp qui sont ceux de nos voisins, des parents d'élèves, etc. Et c'est cette communautarisation. Alors, l'équipe de la Red Team, qui est une équipe de prospectivistes de l'armée, a proposé l'expression Safe Sphere pour la décrire. Elle semble assez dangereuse dans la mesure où elle va affaiblir le sentiment collectif, elle va affaiblir la cohésion sociale, et éventuellement mettre à mal le contrat social sur lequel repose une société. Voilà. Et j'ajouterais, et c'est peut-être ma conclusion, ou une de mes conclusions, que ce ciblage va être aggravé et sans doute industrialisé par la possibilité de générer des textes automatiquement grâce à l'IA générative, donc la capacité de produire des textes, des récits qui seront tellement adaptés qu'on va se dire mais c'est moi ça en fait. Enfin, on va créer des récits de toute façon totalement artificiels. Et à la question le futur, la guerre cognitive est-elle une guerre du futur, je pense qu'en fait on y est déjà plus ou moins, sauf que nos ennemis sont encore pas tous identifiables. Peut-être à titre de conclusion, je mets le nom de quelques applications, TikTok, Instagram. Alors TikTok, application chinoise ou internationale, mais qui fait l'objet de débats actuellement. Ça risque d'être interdit aux États-Unis. L'Italie s'en inquiète également. Vous savez que c'est une application chinoise qui repose à peu près sur les mêmes algorithmes que que Instagram, pardon. Je prends l'exemple de la future génération d'AirPods d'Apple, qui va, a priori, parce que Apple vient de déposer le brevet, contenir des détecteurs d'ondes électroencéphalogrammes pour pouvoir mesurer votre état émotionnel, savoir si vous avez besoin d'écouter plutôt une musique calme et rassurante ou plutôt une musique dynamique.
Bon, ça, c'est la proposition d'Apple, évidemment, mais à partir du moment où on accède à vos ondes cérébrales, on rejoint un peu la question de la guerre cognitive du point de vue individuel. C'est qu'on est capable de contrôler aussi ce qu'on vous envoie comme message à partir du moment où on sait quel message vous envoyez. Voilà. Et à terme, sans doute, enfin à terme, non, ça c'est pas la... il y a tout un débat sur l'altération des capacités cognitives liées à ces applications, liées aux réseaux sociaux. On s'intéresse davantage, enfin plutôt au cerveau malléable pour ce que sont ceux de nos enfants. Mais voilà, ça fait partie des inquiétudes qui sont liées. Donc j'ai complètement démilitarisé le sujet et je l'ai sorti de la dialectique démocratie libérale, État totalitaire. Ce qui pourrait être porter le flanc à la critique, mais disons c'est une façon aussi de voir que la guerre cognitive ne se joue pas uniquement entre puissances adverses, mais alors on dit l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur, je pense qu'il est dans nos poches, la vérité, ou enfin certains de nos ennemis. J'ai, pour conclure, est-ce que je fais ma diapo de conclusion? Ouais, c'est ma diapo de conclusion. J'ai sur mon téléphone une application qui permet de détecter, de bloquer tous les trackers, les pisteurs qui sont envoyés par les applications. Donc c'est pas contre les intrusions dans mon téléphone, c'est contre les extrusions, si j'ose dire, les sorties. Et ce matin, entre 8h et 9h du matin, mon téléphone a bloqué 1480 tentatives d'exfiltration, si j'ose dire, d'informations de mon téléphone. Et sur le mois de février, c'était 130 000. Et si vous regardez le nom des trackers, c'est Google Ads, Facebook, Meta, et puis quelques entreprises qu'on connaît moins. Voilà. Je pense que ça sera le mot de la fin. Alors, en fait, c'est une application qui est dans un système d'exploitation qui s'appelle iOS. iOS par Murena. Voilà. Merci Mathieu. Merci Mathieu. iOS, c'est iOS. C'est I avec un E en fait. EOS. Okay. Et avant de céder la parole à Sébastien Collin, je voulais juste rappeler que l'une des techniques de la désinformation, c'est répéter, répéter, répéter. Et c'est Joseph Goebbels qui disait qu'un mensonge répété 1000 fois devient vérité. Donc, à toi, Sébastien, de prendre la relève. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Donc, je vais essayer... alors, c'est très bien de parler en dernier et d'avoir finalement très peu de temps, puisque je crois qu'on doit garder une demi-heure pour la séance des questions-réponses. Donc, je ne pourrais parler qu'une minute à peine et ce serait déjà suffisant. Donc, je vais faire les choses un peu de manière différente puisque les précédentes tables rondes organisées par Asialiste étaient plutôt sur des interactions, en tout cas une modération et des questions-réponses entre les intervenants. Et je dois dire que je n'avais pas l'information comme quoi il fallait préparer un exposé de 20 minutes. Donc j'ai bien quelques notes ici ou là, mais j'ai absolument pas d'exposé de 20 minutes et pas de diaporama à vous présenter. Donc je vais essayer, sur la base de quelques notes que j'ai sous les yeux et de ce que mes deux collègues précédents ont dit, de réagir, peut-être un peu sur le mode du discutant, si je puis dire, ce qui pourrait éventuellement aussi laisser la place au débat. Alors sur cette question de la guerre cognitive entre la Chine et l'Occident, il y a tout d'abord, et Mathieu a déjà éclairé là-dessus, mais la question des définitions, qui sont vraiment très importantes. Et là, on se positionne bien sûr en tant qu'analyste et en tant que chercheur sur la définition de tous ces termes qui sont employés, et qui s'articulent les uns et les autres, mais dont on ne sait pas toujours véritablement ce qu'ils signifient. On parle de guerre psychologique, on parle de guerre cognitive, on parle de guerre informationnelle, on parle d'opération d'influence, on parle de guerre de renseignement. Voyez, et assez souvent, ces termes sont utilisés ici ou là dans les médias sans forcément être définis de manière très claire. Et donc, je remercie Mathieu qui, effectivement, a apporté un premier éclairage sur ces différentes définitions. Ce qu'on comprend, c'est que la guerre cognitive, quand même, englobe à la fois la notion de guerre psychologique et surtout celle de guerre informationnelle. Malgré tout, la guerre cognitive me semble, si on la prend dans sa définition pure,
beaucoup plus inquiétante que la guerre informationnelle, au sens strict du terme, qui viserait simplement effectivement à désinformer, à manipuler l'information pour essayer de changer les perceptions des populations. La guerre cognitive intègre une attaque des cerveaux de la population civile et donc, de fait, une attaque à l'intégrité physique des populations, même si ça ne va pas jusqu'à la mort. Donc c'est une autre forme de guerre, mais qui a quand même, effectivement, si on va au bout de la logique et si on prend en compte l'évolution des technologies et les différentes expérimentations qui peuvent être opérées dans ce domaine, demeure quand même assez inquiétante pour l'avenir, si jamais tout cela ne demeure pas encadré. Et on sait que les encadrements sont différents en fonction des régimes politiques qui ont ces différentes technologies entre les mains. Donc ça, c'est un point effectivement important. Alors sur la guerre informationnelle, il y a cette idée qui consiste bien sûr à manipuler l'information, mais il y a aussi la collecte d'informations, c'est-à-dire assez souvent, on entend par guerre informationnelle cette manipulation, mais effectivement, pour manipuler, il faut aussi collecter beaucoup d'informations. Et donc, ça rentre en lien, bien sûr, en interaction directe avec la guerre du renseignement, mais pas forcément le renseignement classique, tel qu'on pouvait le connaître au cours de la guerre froide. Vous avez le renseignement par le biais, justement, de la collecte d'informations sur source ouverte, qui est aujourd'hui quelque chose de très important, dont on parle beaucoup, et qui permet à des régimes politiques ou à des acteurs d'acquérir un certain nombre d'informations pour ensuite mieux désinformer. Et tout ça, bien évidemment, répond à des opérations d'influence, notamment plus précisément dans le cas de la Chine. Alors la question de la guerre cognitive, le but, et il est effectivement très ancien, on en a parlé, c'est de gagner la guerre sans faire la guerre, ou de décourager l'ennemi de façon à ce qu'il ne combatte pas. Et là, j'aimerais juste prendre deux citations que j'ai tirées d'un petit article que m'a envoyé mon collègue Jean-Philippe Eglinger, qui a travaillé un peu la notion de guerre cognitive dans le cas vietnamien. Lénine, en 1917, disait « Dans 50 ans, les armées n'auront plus de rencontres, nous aurons suffisamment pourri nos ennemis pour que le conflit militaire ne soit pas nécessaire. » Donc là, toujours cette idée de décourager l'ennemi par le biais, effectivement, de la guerre psychologique ou également d'opérations de renseignement et d'influence. En 1954, Andrzej Wyszynski, représentant de l'URSS à l'ONU, disait « Nous ne vaincrons pas l'Occident à l'aide de la bombe atomique. Nous vaincrons l'Occident avec quelque chose que l'Occident ne comprend pas, nos têtes, nos idées, nos doctrines. » Et donc, quand on parle aujourd'hui de cette guerre de l'information menée par la Russie, ou guerre informationnelle menée par la Russie ou menée par la Chine, on voit effectivement que le contexte historique est beaucoup plus ancien et émane quand même de l'URSS, et donc d'un pays totalitaire, même si les démocraties, bien évidemment, prennent en considération ces aspects, et j'y reviendrai juste un petit peu plus tard. Alors sur la question du cas chinois, je ne vais pas développer parce que Paul a eu une intervention très précise sur la guerre cognitive en Chine et la façon aujourd'hui dont elle est menée. Ce que je dirais simplement, c'est que Paul tout à l'heure a évoqué effectivement ce tournant de la guerre du Golfe, donc en 1991. Vous avez un autre événement important aussi en 1999 qui est la guerre du Kosovo, le bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade et une détérioration ou le début de ce qui a constitué ensuite sur un plus long terme d'une détérioration progressive des relations entre la Chine et les États-Unis, ou tout du moins une relation initialement pragmatique qui va évoluer progressivement vers une rivalité et un antagonisme. Et ceci a effectivement beaucoup alimenté la modernisation militaire
chinoise, avec dans un premier temps la volonté de développer les technologies et les hautes technologies. D'accord ? Donc une modernisation militaire, mais qui ne date pas tout de suite de l'après-guerre du Golfe, puisqu'au cours des années 90, la Chine va avoir besoin de la Russie pour moderniser son armée, puisqu'elle est soumise aux sanctions de l'Occident après le massacre de la place Tiananmen. Mais au cours des années 2000, progressivement, on va voir une modernisation militaire beaucoup plus axée sur la question des technologies, et ensuite évoluer vers la prise en considération, comme Paul l'a mentionné, de la guerre informationnelle et de la guerre cognitive. Xi Jinping, en 2016, a fait un discours prenant en considération tous ces aspects, où il met bien en évidence la priorité sur le plan militaire, dans le cadre de l'armée, de faire des efforts sur cette question de la guerre informationnelle et bien sûr par évolution ensuite la question de la guerre cognitive. Alors la guerre informationnelle que livre la Chine, et on a bien sûr toute une série d'aspects, les choses sont très disparates, très diverses en fonction des moyens et également en fonction des cibles. Alors sur la question des cibles, il y a aussi une donnée importante, 2 minutes, c'est que quand on parle de guerre informationnelle ou de guerre cognitive, on pense bien évidemment à la population et aux dirigeants de l'État qui est ciblé, de l'État qui est en rivalité éventuellement avec le pays en question. Mais les cibles, ça peut être aussi la population de son propre État. Et ça, c'est le cas, bien évidemment, dans les régimes totalitaires ou autoritaires, où il faut aussi désinformer sa propre population pour lui faire croire que les actions qui sont menées sont légitimes. Et puis, il y a bien évidemment la communauté internationale à une autre échelle. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier et le prendre en considération. C'est pour ça que l'intervention de Mathieu, qui a démilitarisé un peu cette question, est intéressante, parce qu'on voit effectivement différents types d'acteurs, y compris au sein des démocraties libérales, qui s'emparent de ces différentes notions. Et je terminerai, pour la minute qu'il me reste, sur la question des réactions. On parle de guerre cognitive Chine-Occident et de cette rivalité entre la Chine et le monde occidental, très large, les démocraties libérales. Et donc reste à savoir comment les démocraties libérales se préparent à cette évolution, à cette question de la guerre cognitive. Il y a un pays juste en face de la Chine, le Japon, qui est une démocratie libérale, qui subit des opérations d'influence, une guerre informationnelle menée directement par la Chine, des incursions du côté des îles Senkaku, Diaoyu, dans les zones maritimes japonaises de manière Senkaku en japonais et Diaoyu en chinois. Moi, je ne prends pas position sur les questions de souveraineté territoriale, mais effectivement, elles sont administrées par le Japon. Et donc, vous avez des incursions de navires militaires chinois ou l'aviation chinoise qui sont régulières, comme on a pu l'observer autour de Taïwan également. Donc tout ça fait l'objet aussi de cette fameuse guerre psychologique, de cette pression constante que l'armée chinoise met sur ses voisins avec lesquels elle partage des litiges territoriaux. Et donc le Japon, dans un document publié à la fin de l'année dernière, relatif à sa politique de défense, a tout un chapitre sur la question de la guerre cognitive, bien sûr mettant en évidence les menaces dans ce domaine venant directement de la Chine et la façon dont celui-ci doit ou peut se préparer. Et en termes de guerre cognitive, une grande question qui se pose pour les démocraties libérales, c'est la question de l'éthique. C'est-à-dire qu'une démocratie libérale qui se livrerait à une guerre informationnelle ou à une guerre cognitive, ciblant des populations d'un autre pays, ça pose un certain nombre d'interrogations et de questions. Et donc, on est en mesure, ou en tout cas les démocraties libérales cherchent à se défendre et à se protéger contre cette guerre cognitive ou cette guerre informationnelle livrée par des pays illibéraux,
Russie ou Chine, dans quelle mesure une stratégie offensive peut être mise en place avec ces fameuses questions d'éthique. Et bien évidemment, se pose également la réglementation internationale sur toutes ces questions de guerre cognitive, qui est assez balbutiement, ou qui n'existe peut-être même pas véritablement, et qui, effectivement, devra, à un moment donné, être abordée. Voilà, j'arrêterai ici. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Alors, il nous reste, en principe, 18 minutes, parce qu'il nous faut terminer à 19h30. Je pense qu'on peut un petit peu dépasser. Je ne sais pas si on sera ensuite châtié par quelqu'un. Enfin, je voulais apporter une précision qui me semble importante, c'est que quand on dit les Chinois, il s'agit bien entendu des organismes d'État, quels qu'ils soient, mais pas la population, qui est parfois témoin de ce qui se passe, bien souvent non, et qui n'en sait pas grand-chose. Et donc, elle n'est en rien responsable de ces décisions qui sont prises par les organes de l'État chinois. Je voudrais également rappeler que quand tu citais, Sébastien, une démocratie en Asie, il me semble qu'il y en a au moins 2 autres, en particulier celle de Taïwan, qui est justement juste en face du continent chinois, et qui, à mon sens, vraiment j'en suis convaincu, c'est la forme de démocratie la plus aboutie en Asie. Alors maintenant, je vous cède la parole, à vous de poser des questions. Je vous demanderai simplement de vous identifier quand vous posez votre question. Alors, on peut poser plusieurs questions en même temps, ce qui nous fait gagner un peu de temps, peut-être. Oui, en 2 ou 3. Merci. Je suis François Hu, ambassadeur de Taïwan en France. Et donc, je suis très content de pouvoir écouter tous les interlocuteurs de parler des 3 guerres, qu'à Taïwan, nous en parlons déjà depuis plus de 10 ans. Ce que vous avez évoqué, la guerre du droit, la guerre de l'opinion publique et la guerre d'influence, non, la guerre psychologique. Je crois au moins, je ne suis pas si sûr que la Chine est en train de tout gagner. Déjà, si je vous démontre le cas de Taïwan, la guerre du droit, la Chine a toujours voulu exclure Taïwan de toutes les relations officielles, et puis c'est-à-dire d'imposer à tous les Occidentaux, en tout cas partout dans le monde, qu'il s'agit d'une guerre, c'est-à-dire d'unifier et de réunifier Taïwan. Et ça, c'est vraiment un droit, parce que si Taïwan devient vraiment une partie de la Chine c'est-à-dire sur les liens officiels, eh ben, si jamais la Chine fait quelque chose sur Taïwan, personne ne pourra rien dire. Mais maintenant, on voit de plus en plus des gens qui sont plus d'accord sur ces termes d'unification ou de réunification, et il s'agit de conquête. Donc sur ce point-là, on voit déjà une sorte c'est-à-dire d'évolution qui est le contraire de ce que la Chine veut. La guerre de l'opinion publique. Alors là, c'est très rapide. Maintenant, si on regarde tous les articles qui sont publiés, nous voyons la dégradation de l'image de la Chine et plutôt, par exemple, l'augmentation de Taïwan. Et ça a été fait parce que Taïwan a réussi à utiliser, c'est-à-dire pas utiliser, mais c'est-à-dire de progresser dans les valeurs universelles. Donc sur ce point-là, par exemple, l'augmentation du statut des femmes, la loi qui avait permis de mariage pour tout ça a nettement augmenté l'image de Taïwan. Pour la dernière chose, la guerre psychologique, je crois que ce qui est très important, la Chine a voulu faire croire dans le passé que si jamais la Chine attaquait Taïwan, de toute façon, Taïwan ne peut plus rien faire. Mais et puis, si nous parlons de Taïwan, les gens évitent de parler de Taïwan. Et vous voyez maintenant, dans tous les déclarations G7, G20, il y a 4 ans ou il y a 5 ans en avant, toutes les grandes puissances évitaient de parler de Taïwan, et maintenant on voit de plus en plus qu'on cite Taïwan. Donc sur ces 3 guerres-là, moi je crois que le cas de Taïwan est en train de dire les Chinois ne seront pas forcément gagnants. Je termine sur une autre chose, c'est-à-dire pour vous proposer quelque chose. C'est-à-dire Paul disait tout à l'heure que les Chinois connaissent très bien ce que tous les Occidentaux pensaient, et que dans l'Occident, on ne connaissait pas grand-chose de la Chine. Eh bien, vous pouvez avoir plus d'échanges avec Taïwan, puisque Taïwan, on a 23 millions qui travaillent avec la Chine, et dans le passé, on évitait tout le temps de travailler avec Taïwan. Et moi, je pense, en travaillant davantage avec Taïwan, puisque nous partageons les mêmes valeurs, eh bien, ça vous donne une chance. Sinon, il va falloir former toute une génération, et ça va prendre 10 ans, 20 ans pour apprendre le chinois. Donc, de l'autre côté, en travaillant davantage avec Taïwan, je pense que ça pourra régler momentanément un peu plus de ce problème-là. Voilà, c'est un peu aussi un commentaire. Je n'ai pas trop de questions parce que ce que vous avez dit est totalement vrai. Merci beaucoup. La question de Taïwan mérite à elle seule une conférence, vous l'avez compris bien sûr.
Et donc maintenant, je cède la parole à peut-être une ou deux ou trois questions. Bonjour, bonsoir, merci. Jean-Luc Schilling. Je voulais savoir, en mettant l'éthique à part, dans le cadre des rapports de force entre l'Occident globalisé, États-Unis, Japon, Taïwan, etc., et les dictatures ou les puissances autoritaires, Russie et Chine, où vous situez le curseur? Parce que j'imagine qu'on n'est pas trop naïf non plus en Occident, et que l'Amérique en particulier, puisqu'on lui faisait même, comment dirais-je, on lui rendait hommage dans la propagande chinoise à propos de la tombée du mur de Berlin, j'imagine qu'ils ne sont pas tout à fait inactifs non plus. Alors ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a des outils, à votre avis, efficaces, des boucliers efficaces contre toutes ces différentes dimensions de guerre cinétique que vous avez exposées? Est-ce qu'on peut poser la question légèrement différemment en disant, est-ce que nous, l'Occident, on a accusé un grand retard et est-on capable de le combler? Est-ce que c'est un peu le sens de votre question? Oui, c'est ça, oui. Mais enfin, je ne sais pas s'il y a un retard d'ailleurs. C'est pour ça que je me demandais où était le curseur, parce que peut-être pas de retard. Paul? On prend pas d'autres. Non, Alors une autre question. Juste une précision terminologique ou conceptuelle. Je ne sais pas, j'ai pas très bien compris ce que c'était la guerre cinétique. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est une guerre non létale. C'est bien ça? Non, la guerre cinétique, elle est létale. Pardon, la guerre non cinétique, c'est une guerre non létale. C'est bien ça? Non létale et qui ne crée pas de dégâts matériels non plus. Si vous d'accord, une bombe qui détruit des bâtiments sans tuer personne, c'est du cinétique. D'accord. Donc le neutron, c'est du cinétique. D'accord. Je vous remercie. Et là-bas. Excusez-moi alors. Oui. Bonjour. Donc merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Je vais revenir sur votre dernière. Excusez-moi, je vous demanderai juste de donner votre identité si vous voulez bien. Ulysse Delanoë, du coup, étudiant à l'INALCO, Relations internationales. Voilà. Du coup, je reviens à votre dernier commentaire sur le fait que en fait, la guerre cognitive nous place dans un dilemme en tant que démocratie libérale, puisqu'on n'est pas amené, on va avoir des scrupules à utiliser les mêmes moyens militaires, enfin, on peut appeler ça militaire, on va avoir des scrupules à utiliser ces moyens vis-à-vis de nos ennemis. Donc, ma question, c'est plutôt, est-ce que vous ne croyez pas que, au contraire, si la situation devait escalader, est-ce qu'on devrait justement ne pas trop avoir de scrupules à employer ces mêmes outils? Parce que autrement, je vois mal comment on peut gagner un terrain si on refuse, on peut gagner une guerre si on refuse d'aller même sur le terrain de l'ennemi en fait. Sinon, on lui laisse complètement le champ libre. Et ça me rappelle juste une phrase de Ulysses S. Grant, qui était un général de l'armée américaine pendant la guerre de sécession, qui disait ce n'est pas pour vouloir diminuer l'importance du droit des règles à la guerre, mais si les hommes respectent toutes les règles à la guerre, ils la perdront. Et c'est ça qui me... Voilà, donc je serais... Merci bien. Donc, on va vous apporter une réponse. Paul, peut-être, je ne sais pas. Sur cette dernière remarque, cette dernière question, en fait, il y a la dimension éthique. Je partage complètement le point de vue de Sébastien. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'autoriser dans un état de droit. Il y a des barrières importantes qu'il faut maintenir. Mais même si on exclut la question de l'éthique, on n'a pas intérêt à utiliser les mêmes méthodes que nos adversaires. Pour une raison d'efficacité. Pourquoi? Quel est le but ultime de ces opérations au final? Ultime de régimes comme la Chine, la Russie, l'Iran, c'est de démonétiser la démocratie, c'est de démonétiser nos systèmes, nos valeurs. Si on utilise les mêmes méthodes qu'eux, on sape nos fondements. Si vous faites du post-factuel, si la vérité même, si un fait ne veut plus rien dire
dans nos sociétés, c'est la mort de la démocratie. Les Chinois le savent très bien, les Russes le savent très bien. C'est pour ça qu'ils jouent ce jeu-là. C'est un piège qu'ils nous tentent. Il ne faut pas tomber dans ce piège et il faut se défendre avec les moyens d'une démocratie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester défensif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyen d'être offensif. Mais il faut qu'à chaque fois à chaque fois qu'on monte une opération, il faut qu'on se dise, est-ce que cette opération, on peut l'assumer? Je donne un exemple. Les Américains, pendant les années, pendant la guerre froide, n'ont cessé de mener des opérations de subversion, de déstabilisation des États, des régimes qui ne leur plaisaient pas, notamment en Amérique latine. Ils ont, grâce à ces méthodes, ces coups d'État organisés, etc., ils ont eu des gains tactiques à court terme. Ils le payent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'image des États-Unis est déplorable en Amérique latine et dans bien d'autres endroits. Regardez au Moyen-Orient, etc. Et ce n'est pas seulement l'interventionnisme, c'est un certain type d'interventionnisme. Donc, il faut se méfier d'un gain à court terme qui pourrait se traduire par une perte à très long terme. Donc, il faut trouver des moyens beaucoup plus ingénieux, mais conformes à nos valeurs, qu'on pourra assumer, parce qu'on n'est pas plus malin que les autres. On n'est pas plus malin que les Russes ou les Chinois. Donc si on se met à créer des faux comptes sur les réseaux sociaux, à faire de la fausse information, etc., on se fera prendre par les acteurs de la société civile, comme les Russes, comme les Chinois. Et ça, nous, on ne pourra pas l'assumer. Et les Russes diront, les Chinois diront, bah, regardez, vous voyez, ils ont des beaux principes, mais en fait, ils ne les appliquent pas. Donc en fait, la démocratie, c'est l'hypocrisie. Donc il faut assumer. Il y a un très bon bouquin, j'ai oublié le nom de l'auteur, je pourrais éventuellement le communiquer, sur l'affaire du docteur Zhivago. Vous savez, Pasternak a écrit Docteur Zhivago, et le roman a été interdit en URSS. Pasternak a été arrêté, mais il a réussi à transmettre le manuscrit, à le faire passer à l'étranger. Le manuscrit a été récupéré par la CIA et réintroduit clandestinement en URSS. Si la CIA est prise la main dans le sac, c'est pas grave. C'est conforme aux valeurs d'une démocratie. On veut juste que tout le monde puisse lire un magnifique roman. Vous voyez ? Et si ce roman sape les bases du régime autoritaire dans lequel on l'introduit, c'est pas grave. Nous, on veut juste faire lire un beau roman. Vous voyez, voilà, ça c'est assumable par une puissance démocratique. Il faut toujours garder ça comme cap. Très rapidement sur la question de l'image, je suis d'accord. Et ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'était simplement comment les Chinois pensent cette guerre cognitive. Ça ne veut pas dire qu'ils l'appliquent tout le temps, et surtout qu'ils l'appliquent très bien. L'image de la Chine s'est dégradée dans le monde, oui, dans une partie du monde. Dans disons, le monde riche, globalement. Ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et moi j'ai plutôt l'impression qu'on perd du terrain. Si on regarde en Afrique en ce moment, dans une partie de l'Amérique latine, une partie de l'Asie, on perd du terrain. Et le discours chinois et russe sur le sud global, sur justement cette hypocrisie de l'Occident, ce double standard permanent. Il y a une guerre en Europe, l'Ukraine est envahie, il faut que le monde entier se mobilise. Il y a une guerre en Afrique, tout le monde s'en fiche. Ce discours-là que les Chinois tiennent en permanence leur fait gagner du terrain. Donc il faut se méfier. Oui, en Corée du Sud, en 20 ans, la popularité de la Chine s'est effondrée. Ils sont passés de 69% d'opinion favorable à 29%. Au Japon aussi. Au Japon aussi. Il y a d'autres pays comme ça. Mais c'est le monde riche. Ailleurs, c'est différent et c'est beaucoup plus nuancé et on perd du terrain. Si vous voulez. Oui, juste une petite remarque. J'abonde complètement dans le sens de Paul. C'est-à-dire qu'on a une dégradation de l'image de la Chine dans nos sociétés occidentales, mais ailleurs dans le monde, c'est différent. Et je pense notamment sur le continent africain, quand on regarde un petit peu aussi ce qui circule sur les médias, ou au sein des médias africains par rapport à la Chine, tous les accords de coopération que l'agence Xinhua a pu signer avec des médias africains, où des brèves sont systématiquement maintenant publiées sur Internet, bien évidemment, et aussi par le biais des réseaux sociaux, le rôle des ambassades et des diplomates sur place. Voilà, l'image est quand même pas forcément écornée dans un grand nombre. Alors même si au sein d'un seul et même pays, vous pouvez avoir des perceptions différentes en fonction des acteurs, bien évidemment.
Mais je crois qu'il ne faut pas effectivement parier sur une dégradation totale de l'image chinoise à l'échelle de la planète tout entière. Et puis pour réagir à la question d'Ulysse, par rapport à cette question de l'éthique, là, ce que je mentionnais ici, c'est par rapport à des questions qui se posent au sein même de l'armée française. Ça ne vous surprendra pas, bien évidemment, l'armée française prend en considération toutes ces questions et ces réflexions autour de la guerre cognitive. Et donc ces questions d'éthique sont des questionnements qui émanent même d'un certain nombre d'écrits au sein de l'armée française sur la façon dont il faut à la fois se protéger et éventuellement réagir par rapport à ces menaces. Donc tout n'est pas encore effectivement très très clair, et là encore je rejoins complètement la réponse de Paul sur cette question. Alors je suis désolé de jouer le Cassandre, mais il nous reste un quart d'heure, et donc qui va encore poser des questions? Je sais qu'il y en a certainement beaucoup, mais au fond là-bas derrière, oui, tout au fond. Oui, il y a 2 personnes qui veulent poser des questions là, voilà. Bon, très bien. Alors, encore beaucoup de questions. Oui, donc? Oui, mademoiselle ou madame? Alors, d'accord, j'avais un micro, merci. Jean C'est Denrol. l'avantage d'avoir le micro. Hein. Merci. Membre de l'Asia Society, j'avais 2 questions et une précision. Une précision, vous demandez le rappel du titre de l'ouvrage de référence que vous mentionniez donc en termes militaires, au-delà de Sun Tzu et de la guerre hors limite, le titre en anglais. Et 2 questions. La première, c'était sur cette guerre asymétrique donc, entre l'Occident et la Chine, et d'ailleurs Russie, peut-être Iran. Quelles sont les protections ou les remparts face à cette guerre cognitive? Et deuxième question, vous disiez, vous mentionnez un écart du niveau d'information entre les traductions, donc un manque de traduction des ouvrages chinois. Dans quelle mesure cet écart est comblé et quelles sont les conséquences de cet écart? Merci. Alors une deuxième question peut-être? Voilà, monsieur. Je suis Ange Vaucher. Je voulais savoir si vous pourriez revenir sur la distinction que vous avez établie entre cognitive warfare de l'OTAN... On ne vous entend pas très bien, si vous voulez bien peut-être vous lever. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pourriez revenir sur la distinction que vous avez faite entre la cognitive warfare de l'OTAN, la guerre mentale russe, les 3 guerres non cinétiques chinoises, et donc aussi peut-être sur les réponses apportées, la variété des réponses apportées, ce qu'on pourrait en apprendre par des pays comme Taïwan qui sans doute réagissent plus à la stratégie chinoise, ou l'Ukraine qui sans doute réagit plus à une stratégie russe, et donc ce que cette variété de stratégies peut nous apprendre. Encore une troisième question peut-être? Au fond là-bas, mademoiselle, non? Je vous ai vu lever la main tout à l'heure. Ah d'accord. Alors, on peut répondre. Okay. Alors, le titre de l'ouvrage, c'est The Science of Military Strategy. Donc, et vous le trouverez sur un site internet en anglais qui s'appelle CASI. Donc c'est CASI. C'est un centre de recherche de l'armée de l'air américaine et qui a, depuis quelques années, lancé un très très gros programme de traduction de la doctrine militaire chinoise. Donc ils sont à la pointe sur toutes ces questions. Et vous trouverez plein d'autres choses d'ailleurs très intéressantes sur ce site. Alors, je précise juste que même s'ils font un gros effort de traduction, ça reste de la traduction simple, qui traduisent, mais il n'y a pas d'appareil critique.
Ce qui pose de vrais problèmes, en fait. Ce dont on aurait vraiment besoin, c'est non seulement, par exemple, une traduction de la science de la stratégie militaire, mais avec des notes de bas de page qui expliquent voilà, parfois les nuances, les interprétations multiples possibles, dans quel contexte ça s'insère, etc., avec une grosse introduction. Bon. Et ça, vraiment, ça manque cruellement. Donc non, sur les traductions, il n'y a pas de, pour l'instant, l'écart n'est pas du tout comblé. Il y a le travail de ce centre de recherche que je viens de mentionner, et c'est à peu près tout. Il y a très très peu de choses, et donc on a beaucoup de retard. Le retard qui risque de s'accroître, en fait, parce que les Chinois ont tendance plutôt à fermer l'accès ou à rendre plus difficile l'accès aux bases de données académiques. Et de l'étranger, c'est pas fermé, mais c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir accès à un certain nombre de revues. Et même, puisqu'on est à l'INALCO, la BULAC, par exemple, a restreint son accès à CNKI. Donc CNKI, c'est la principale base de données académique chinoise. C'est 90 à 95% de la production académique chinoise. Et par exemple, aujourd'hui, avec l'abonnement de la BULAC, vous n'avez plus accès aux thèses de doctorat. Vous avez accès encore aux revues, mais il n'y a plus les thèses de doctorat. Bon, c'est un vrai problème pour les chercheurs qui essayent de travailler, pas seulement sur ces sujets-là, sur tous les sujets. Et le problème, c'est le coût, essentiellement, parce que CNKI, c'est exorbitant. Ils sont même poursuivis en Chine, parce qu'il y a des acteurs chinois, des universités, des bibliothèques qui considèrent que leurs tarifs sont exorbitants. Donc on va avoir un problème de plus en plus important d'accès à la donnée. Et c'est pour ça que ce que disait Sébastien tout à l'heure est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut développer d'autres moyens d'accès. Et c'est pas toujours évident. Parfois, on peut trouver des astuces donc par l'investigation numérique pour trouver des données qui nous manquent. C'est pas toujours possible. Mais en tout cas, c'est un terrain sur lequel il faut qu'on progresse. Sur les moyens de se défendre, c'est une vaste question. C'est un sujet de recherche en soi. Alors, il y a des choses évidentes, hein, je l'ai déjà dit. Par exemple, on a besoin de plus de chercheurs, par exemple, qui travaillent sur ces questions-là. Ça fait partie de mieux connaître nos adversaires, comment ils pensent, etc., ou adversaires potentiels. C'est important. Et on n'en a pas assez. Mais c'est aussi des choses évidentes qui marchent sur le long terme, enfin qui auront des effets à long terme, c'est-à-dire la formation aux médias. Alors ça commence, c'est encore timide, un petit peu à l'école, mais on ne va pas assez loin. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et former bien mieux encore à la désinformation, à lire un média, qu'il s'agisse d'un média papier, d'un média vidéo, audio, etc. Il y a encore des efforts à faire. Les pays scandinaves, par exemple, sont beaucoup plus en avance que nous. Il y a un entraînement très régulier à décrypter les médias. Il faut un écosystème médiatique dynamique, sain, avec moins possible de monopole sur les médias. Parce que les médias servent ça, ça fait partie de ces anticorps pour lutter contre la désinformation notamment. Quelque chose qui est très important, c'est en fait dans la lutte contre ces activités, c'est de rendre public. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opérations de ce type qui peuvent fonctionner en raison de l'opacité des systèmes. Plus un système est opaque, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus il est sensible à ce type d'opération. Et si vous avez des médias d'investigation notamment qui rendent public l'activité de certains intermédiaires qui diffusent, parce que la Chine, bien sûr, elle diffuse via les réseaux sociaux, etc., mais elle a besoin d'intermédiaires qui vont blanchir en quelque sorte cette propagande. Et ces intermédiaires, ça peut être des chercheurs, des hommes politiques, etc., mais parfois tout simplement des influenceurs. La Chine, il y a Viginum, donc, qui est l'agence qui travaille sur la lutte contre la désinformation en France, a identifié tout un tas d'influenceurs chinois, sur YouTube notamment, qui ont été recrutés par des médias chinois pour diffuser essentiellement une image positive de la Chine. Ils sont le plus souvent rétribués,
en monnaie ou en nature, par des voyages. Ils sont invités en Chine, ils sont très bien traités, etc. Voilà. Et tous ces intermédiaires, si on commence à rendre public leur positionnement, les activités qu'ils mènent, les bénéfices qu'ils retirent de cette coopération avec la Chine, eh ben, ça rend beaucoup plus difficile. Ça crée un coût réputationnel pour eux. Et donc, ça peut limiter les capacités de la Chine de s'appuyer sur ce type de puissance. Voilà. C'est quelques pistes, bien sûr, il y en aurait d'autres qu'on pourrait évoquer. J'aurais juste un complément de question. Est-ce que les pouvoirs publics, notamment en France, perçoivent cette asymétrie dans le fait que les autorités chinoises et tous les organes chinois de l'État nous connaissent bien mieux que nous les connaissons? Vas-y. Ouais, je peux commenter là-dessus. On est très en retard. D'une façon générale, pas seulement la France, mais l'Europe sur ces questions. Il y a connaissance, bien sûr, de cette asymétrie et cette prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle est trop tardive et les moyens qui sont mis à disposition ne sont pas suffisants. Alors moi, je vous parle en tant que maître de conférence au département d'études chinoises de l'INALCO. Je suis également directeur de la filière relations internationales de l'INALCO avec sa parcours relations internationales de la licence et le master relations internationales. Et ça fait maintenant plusieurs années, au moins 4-5 ans, avec, plutôt 4 que 5, avec un certain nombre de collègues où on essaye d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de renforcer l'expertise et la recherche sur la Chine contemporaine en France, et que pour cela, on a besoin de beaucoup plus de moyens financiers pour former des jeunes chercheurs, doctorants, post-doctorants, recruter un certain nombre de chercheurs dans nos institutions travaillant sur la Chine contemporaine pour répondre aux défis que pose la Chine aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs années. Et donc la prise de conscience, elle est arrivée au moment de la pandémie de Covid-19, la dégradation des relations avec la Chine, etc., où en Europe, comme dans l'Union européenne dans son ensemble et un certain nombre de pays européens ont considéré qu'il fallait sans doute agir et essayer de renforcer la recherche. Donc des appels à projets ont été lancés pour renforcer l'expertise sur la Chine. J'ai répondu à 2 appels à projets européens dans ce domaine avec un certain nombre de collègues européens et français. Mais au-delà du résultat de ces réponses, le montant financier mis en jeu n'est absolument pas suffisant pour véritablement faire quelque chose de pertinent. Un appel à projet européen qui consistait à mettre en place une plateforme digitale sur la Chine contemporaine, donc une plateforme digitale au sein desquelles il fallait diffuser de l'expertise sur la Chine dans tous les domaines, économie, technologie, relations internationales, militaires, culturelles, société, etc. Organiser des conférences en ligne, diffuser donc sous différents formats, audio, visio, écrit, et puis également un volet qui consistait à traduire, et là j'en viens à la question des traductions, à traduire des documents officiels chinois, alors en anglais, puisqu'il s'agissait d'un appel à projet européen, à destination des représentants politiques européens. Et tout ça, il fallait faire tout ça avec un budget donc, de 4 millions d'euros. Je peux vous dire que pour financer des traductions, même si on utilise des logiciels de traduction automatique, qu'il faut bien évidemment ensuite retravailler avec l'humain, traduire les documents officiels chinois clés dans tous les domaines, relations internationales, société chinoise, question des technologies, économie, etc., 4 millions d'euros, c'est absolument pas suffisant. Déjà, rien que pour ça. Et il fallait non seulement faire ça, mais aussi beaucoup d'autres choses. Vous voyez ? Et donc, là, l'intention est là, la prise de conscience est là, mais les moyens financiers ne suffisent pas. Alors on en aimerait toujours plus, il y a des arbitrages qui sont à faire, donc ça c'est entre les mains des pouvoirs publics, c'est pas moi qui décide à leur place. Bien sûr, moi j'aimerais bien qu'on nous donne beaucoup d'argent pour, avec Mathieu, Paul,
etc. Faire plein de choses et former nos étudiants et répondre à ces questions. Voilà. Alors, je pense que c'est le moment de conclure. Ah, Mathieu, pardon. Bien sûr, juste une question par rapport avant de répondre sur la question, répondre sommairement sur la question du cognitive warfare. Sur les méthodes de riposte, on a quand même l'éducation. Je pense que c'est le point essentiel et tu l'as déjà dit. Il faut qu'on forme nos jeunes, il faut qu'on apprenne aussi à riposter finalement d'un point de vue intellectuel. On a le droit. Je pense que le droit aussi, il y a beaucoup d'actions qui tombent sous le coup de la loi finalement. Le droit international, le droit européen, le droit français. J'étais récemment à un forum où tu étais, forum de défense, où un gendarme disait mais il existe l'article 223-15-2, je l'ai noté, qui nous défend contre un tas d'offensives et d'attaques venant de tiers. Pourquoi on ne l'applique pas? Effectivement, enfin, il y a des questions. Alors la justice n'a peut-être pas les moyens dans tous les cas, mais il y a quand même un certain nombre de situations où le droit peut répondre. Et il y a enfin la question politique. On a une dimension politique importante qui est l'assomption du modèle, en fait, du modèle qu'on défend, modèle de la démocratie, de l'universalisme, ce qui constitue en fait nos sociétés autour desquelles on est censé s'agréger. Il est attaqué, il faut pouvoir le défendre, et ça c'est un travail de politique. Il y a un politiste allemand, dont le nom m'échappe, qui dit en fait la politique c'est produire du récit. Essentiellement, c'est pas de l'administration, c'est de la production de récits, de récits cohésifs, du récit qui va fonder une société. Et peut-être qu'on manque un peu de récits actuellement, ou en tout cas on en a peut-être trop, et des récits contradictoires. Pour répondre à la question sur le cognitive warfare, mais très rapidement, parce que je ne suis pas un spécialiste de la guerre mentale notamment, et j'ai des personnes à côté de moi qui sont davantage spécialistes des trois guerres. Je pense que ce qui caractérise le cognitive warfare otanien, c'est d'une part la dimension individuelle, c'est-à-dire le cognitive warfare est pensé comme des attaques sur des individus et notamment sur des décisionnaires, sur des commanditaires en fait. Donc ça peut être des généraux. Tu es d'accord avec ça? Oui. Je parle sous le patronage, sous la responsabilité. Donc c'est d'abord des attaques individuelles sur des personnes clés qui sont pensées dans le cognitive warfare otanien, et également le point de vue disciplinaire qui est davantage neurologique, psychologique. C'est vraiment des attaques sur le cerveau, alors que les approches russes notamment sont davantage sens social, sont davantage pensées en termes d'attaques sur des populations et sur des citoyens par exemple. Mais ça nécessiterait d'être approfondi et nuancé, je pense. Voilà. Donc je ne voudrais pas que ce soit le mot de la fin. Pour conclure, je voudrais remercier plusieurs personnes qui ne sont pas là ce soir, dont tout particulièrement Hubert Testard, qui enseigne d'ailleurs à Sciences Po, et qui a assuré le côté logistique pour nous assurer d'avoir cette salle ce soir. Et donc à ce sujet-là, bien sûr, Jean-François Husset, le président de l'INALCO. Et je souligne également qu'à ma connaissance, c'est l'une des rares fois où nous avons ensemble l'INALCO, Asia Society France, l'IRSEM et Asialist. Alors je vais prêcher pour ma paroisse. Asialist, c'est un site gratuit, je vous signale, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est asialist.com. Et sur cette base de données, vous trouvez chaque semaine entre 3, 4, 5 papiers sur l'Asie, essentiellement l'Asie de l'Est, mais pas que. Donc merci encore d'être venu ce soir. J'espère que cette conférence en appellera beaucoup d'autres. Et donc rentrez bien chez vous.